Acte 2 de la semaine du tribunal de l'actualité. C'est un plaisir renouvelé pour nous de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs d'ici et d'ailleurs. Nous sommes également accessibles en un clic sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs les juges, juge Bougma, juge Vaha. Bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. La rupture est-elle consommée entre les membres de la coalition du 27 novembre, coalition initiatrice de la marche de samedi dernier? En conférence de presse hier, le mouvement Sauvons le Burkina, membre de cette coalition, a annoncé son retrait et la dissolution de la dite coalition. C'est le premier sujet enrôlé pour cette convocation. Les juges vont également jeter leur regard sur cette actualité-là. Au sein de la Confédération générale du travail du Burkina, Bassolma Bazié passe le témoin à Moussa Diallo. C'est l'une des grandes décisions du 7e congrès ordinaire de la CGTB, tenu les 25, 26 et 27 novembre dernier. Un scoop de nos confrères de l'agence d'information du Burkina IB est largement relayé sur la toile. Mais avant de décrypter ces deux sujets-là, nous allons ouvrir la première fenêtre, les avant-propos. Et pour cette partie avant-propos, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette deuxième convocation de la semaine? Alors, très rapidement, quelques avant-propos. Je dis quelques parce que ça va au moins 2 ou 3. Le premier avant-propos, c'est Sarah Sérémé qui est remplacée au niveau du médiateur du FASO par une magistrate. Alors, donc, Madame Sanou qui remplace Sarah Sérémé à ce poste-là. Elle intervient à un moment donné où c'est une personnalité politique de premier rang qui l'a occupé et qui l'a incarné à sa façon entre des sorties, entre résolution de certains vieux problèmes de la République, comme l'affaire BB Euro, comme également, mais aussi à un moment donné qui a suscité beaucoup d'interrogations quand elle a été sollicitée pour intervenir dans l'affaire Apollinaire Compaoré, alors que là c'était dans un autre, c'est vrai que c'est un dossier qui impliquait l'homme d'affaires dans ce qu'on appelait l'affaire de cigarettes. Donc ça avait été suscité de l'incompréhension en son temps par rapport au rôle qu'elle devait jouer pour une affaire qui devait être connue par la justice. C'est ce que certaines entités d'ailleurs avaient fait connaître, qu'elle saisirait la justice, en l'occurrence le mouvement Le Balai Citoyen. J'ai dit, elle a marqué également de son empreinte l'institution. Aujourd'hui, c'est une nouvelle personne qui arrive, à un moment donné où les uns et les autres également pensaient que, le médiateur du FASO, on allait arrêter. Parce que ces missions ne sont pas très maîtrisées par le grand public qui estime que le médiateur englobe beaucoup d'argent pour peu de résultats, parce que les uns et les autres préfèrent les mécanismes traditionnels de résolution de conflits, alors que le médiateur sert de courroie comment on appelle ça, de tampon entre l'administrateur et l'administré. C'est beaucoup plus ces questions-là. Mais bon, les uns et les autres préfèrent d'autres voies de recours, beaucoup plus traditionnelles, classiques, plus que le médiateur du FASO. Et tenant compte du discours du chef de l'État qui parlait de revoir certaines institutions ou certaines autorités administratives indépendantes, on se disait que peut-être ça allait concerner le médiateur. Non, on a un nouveau médiateur. Et donc, laissant en tout cas savoir que le médiateur va demeurer effectivement à sa place. Donc, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est souhaiter bon vent à notre au nouveau médiateur du FASO. Deuxième avant-propos, alors le PNDS2 a reporté une date ultérieure, compte tenu du fait que le rendez-vous qui avait été organisé à Bruxelles à cause de la recrudescence de la Covid-19, nouvelle variante, ce n'est pas aussi simple à gérer. Même le Maroc a suspendu aussi ses vols parce qu'il y en a qui devaient y aller, qui sont bloqués. Et donc, reportant ainsi le rendez-vous qui était prévu pour la table ronde. Mais en même temps, c'est que cela va peut-être précipiter sur le plan politique, c'est peut-être le nouveau gouvernement. Parce que le contrat qui liait désormais le Premier ministre Dabiré au président Roch Kaboré, c'était de déposer le document qui va servir de boussole pour le second mandat, donc le PNDS2, et après, monsieur allait être libéré pour qu'un nouveau gouvernement arrive en décembre. D'ailleurs,
pratiquement août, septembre, on attendait que le nouveau gouvernement, ça va être en décembre. Donc ici, peut-être que ça va précipiter les choses, compte tenu du fait que le rendez-vous, parce que dans certaines officines, c'est le rendez-vous qui bloquait, il fallait aller tenir et puis revenir maintenant changer le gouvernement pour pouvoir commencer le boulot. Mais comme il a annoncé un gouvernement resserré de combat, plus soudé, peut-être que ça va, j'ai dit bien, précipiter les choses. D'ici là, on aura un nouveau gouvernement. Mais ça, c'est sur le plan politique et on attendra de voir. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Deux autres, mais c'est bon. Merci, juge Bougma. Comme c'est pas un enrôlement. Okay. Merci beaucoup. Juge, vous avez la parole. Oui, merci, Président. Moi, je vais m'intéresser au rendez-vous qu'il y a au Sénégal, qui est en train de discuter de la coopération Afrique-Chine. C'est assez intéressant. On voit les ambitions du continent pour qu'il y ait un genre d'échange avec la Chine qui soit plus gagnant pour les Africains, parce qu'en 2019, on parlait de près de 240 milliards de dollars d'échange entre le continent et la Chine. Maintenant, il y a un déficit de près de 18 milliards, lequel a triplé très rapidement. Ça veut dire qu'on échange beaucoup, mais nous, moins que proportionnellement. Il y a beaucoup d'exportations chinoises qui viennent ici et qui sont des produits qui ont une valeur ajoutée très forte. Et nous, c'est les matières premières qu'on se contente souvent d'envoyer vers la Chine. Donc, il y a déjà le défi de l'industrialisation chez nous, il y a le défi de la transformation chez nous. Et ça ressort dans les discussions qu'il y a eu du côté du Sénégal. Maintenant, quand on regarde, je pense qu'il y a l'effort chinois de faire monter jusqu'à 300 milliards de dollars d'échanges entre nous, mais il y a aussi que nous devrons nous performer, transformer, je dis encore, nos produits pour ne pas les envoyer comme de ces matières premières. C'est pas comme ça qu'on arrive à tirer le meilleur parti d'une coopération fut-elle intéressante. Maintenant, quand on regarde, tant qu'on ne va pas transformer nos produits, ça ne gagnera pas de la valeur et on sera toujours déficitaire dans la balance des échanges qu'on a entre l'Afrique et la Chine. Parce que quand vous regardez, ils sont majeurs pour nous parce que 70% des exportations de notre continent, c'est vers la Chine. Mais quand on regarde dans ce qu'on pèse vis-à-vis de la Chine, c'est même pas 4% des échanges. Ça veut dire que nous, 70%, ça va vers eux, mais les échanges avec le reste du monde, nous ne figurons même pas pour 4%. Donc ça veut dire comment ils sont notre oxygène, et puis nous sommes comme de l'ongle qui pousse. Si on coupe, il ne faut pas mourir. Donc il faut qu'on perçoive les enjeux ainsi. Il n'y a pas d'autre richesse que les capacités que vous avez de transformer les premières richesses que vous avez, c'est-à-dire les matières premières. Et ça, je pense que c'est un message que les chefs d'État portent. C'est vrai, ils ont besoin d'un accompagnement, mais ça passe par un changement de paradigme, ça passe par une prise de conscience, et puis ça passe par une dynamique plus volontariste de nos chefs d'État. C'est plus volontaire. Et je crois que c'est de ça aussi qu'il s'agit. Mais c'est intéressant qu'il y ait ce genre de rendez-vous, et puis ça permet de comprendre les différentes coopérations qu'on a, entre qu'est-ce qu'elles valent clairement, et puis quelles sont les alternatives qu'on a. Très souvent, je parle des pays francophones par exemple que nous sommes, de par les liens historiques que nous avons, comment de nouvelles coopérations scellées peuvent être mises dans la balance et puis nous aider à avancer. Et donc c'est ce regard-là que je voulais partager concernant ce forum qu'il y a au Sénégal. Merci, messieurs les juges, pour ces entrées en matière. Nous allons également faire un clin d'œil aux équipes derrière la caméra qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi en direct et en simultané sur les médias leaders True TV et Watt FM. Premier sujet enrôlé pour cette convocation, manifestation contre la politique sécuritaire. La C23, entendue par là la coalition du 27 novembre, initiatrice de la marche de samedi dernier, a été dissoute. L'information a été donnée hier par les premiers responsables du mouvement Sauvons le Burkina. D'ailleurs, membre de cette coalition, c'était lors d'un point de presse tenu hier. Les raisons de cette dissolution dans ce reportage signé Fatimata Ninkema. On se retrouve après pour le décryptage. 312 personnes blessées à Ouagadougou, 11 à Bobo-Dioulasso, dégradation du bitume et saccage à la mairie centrale et au siège du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Tel est le bilan qu'a dressé le mouvement Sauvons le Burkina Faso ce 29 novembre face aux hommes et femmes de médias. Des désagréments que les conférenciers mettent sur le dos des éléments de la compagnie républicaine de sécurité CRS qui ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants sans raison selon eux. Je ne sais pas si il leur a été dit que les gendarmes là
était en train de discuter, de chanter l'hymne national avec les manifestants. À notre grande surprise, on ne sait pas d'où sont venus ces policiers-là. Ils ont débouché et à distance déjà, à pratiquement 300-400 mètres, ils ont commencé à lancer le gaz lacrymogène sur les manifestants qui étaient arrêtés sur le goudron pacifiquement, qui échangeaient, qui bavadaient entre eux. Donc, cette répression de la police a envoyé les manifestants à se disperser dans les différents 6 mètres du quartier. Une intervention des forces de l'ordre qui explique pourquoi la marche a échappé à leur contrôle se plaignent les organisateurs. En dépit des débordements qui ont été constatés, ces derniers se félicitent de la mobilisation dans les différentes villes du Burkina Faso et disent être reconnaissants envers les manifestants qui sont sortis nombreux à l'appel de la coalition du 27 novembre. Un mouvement qui d'ailleurs n'existe plus selon les responsables du mouvement Sauvons le Burkina Faso. Ils formaient cette coalition avec d'autres grands mouvements qui ont trahi la lutte à la dernière minute selon le secrétaire chargé de la communication du mouvement. Cette coalition-là a atteint son objectif. Il faut dire que nous avons appris que certaines organisations qui avaient composé cette coalition-là avec nous font partie de ceux qui auraient reçu de l'argent avec des hommes politiques. Donc, nous pour garder notre honneur soft, nous sommes obligés de mettre fin à cette coalition-là. Donc, cette coalition-là, dites-vous qu'en ce qui nous concerne, c'est terminé. C'est terminé. Nous n'allons pas nous laisser salir par d'autres organisations qui prêtent le flanc au jeu des hommes politiques pendant que nous ne nous inscrivons pas dans cette dynamique-là. Ils ne s'inscrivent pas dans cette dynamique et disent s'assumer jusqu'au bout et prêts à répondre devant les juridictions s'ils venaient à être interpellés. Chose qui n'a pas tardé, car au sorti de cette conférence de presse, le secrétaire exécutif national du mouvement a été interpellé. Nous sommes de retour sur le plateau du tribunal de l'actualité. On a eu les raisons de cette dissolution, le bilan également des manifestations du 27 novembre dernier, les raisons de la dégradation de la situation qui a donné lieu à des échauffourées. La grosse information, c'est la dissolution de cette coalition, la C27. On peut dire que cette coalition n'a duré que le temps d'un week-end, le temps d'une manifestation. Juge Boukma. Effectivement, en tout cas c'est ce qu'on constate, c'est le temps d'une manifestation, la toute première manifestation. Et puis, c'est terminé. Donc, mais ce qui se passe, c'est ce qu'on avait dit hier. C'est plus ou moins cela. Parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Les uns et les autres ne regardent pas dans les mêmes directions. Vous avez tradition de dire qu'ils dorment sur le même lit, mais ils ne font pas les mêmes rêves naturellement. Donc, déjà, il y avait ce cocktail-là qui était difficile à gérer. Entre Libéré Diendéré, entre On veut la paix au Burkina et entre non à la France et entre Roch Dégage, effectivement, c'est beaucoup d'objectifs, beaucoup de combats dans un même lot, avec beaucoup de personnalités également, plusieurs personnalités différentes et profils différents, et chacun avait son combat. Maintenant, tout est mis dans un même lot. Je disais que la différence avec 2014, c'est que les uns et les autres étaient regroupés autour d'une position pour un article. Soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Et là, les positions étaient claires et tranchées. Alors que cette année, vous avez des gens qui sont d'accord avec peut-être le Roch Dégage, mais qui ne seront pas d'accord avec Diendéré, Libéré Diendéré. Il y a des cas comme ça. Il y en a qui vont être d'accord avec Libéré Diendéré, mais le nom à la France, on dit non, faut pas, la France c'est un allié, c'est tout. Donc, déjà, c'était véritablement un problème. La Copa BF, qui est membre, la veille, donc vendredi, je suivais l'intervention d'un des responsables de la Copa BF qui dit, eux, ils partent pour dire non à la France, à cette marche-là. Mais eux, ils ne sont ni de la majorité, ni de l'opposition. Et ils mettaient en garde éventuellement ceux qui allaient percevoir des billets de banque de l'opposition ou de la majorité pour venir soit renforcer ou tenter de casser la marche. Donc déjà, la Copa BF s'inscrivait différemment par rapport à cette lutte-là. Mais elle sort. Donc finalement, c'était déjà très difficile, effectivement, à gérer. Donc,
Ça, on sentait cela. Et ça a même joué à un moment donné aussi sur la mobilisation, même s'il y en a qui pensent que ça n'a pas contribué. Parce qu'à l'approche, quand vous écoutez, à un moment donné, c'était difficile de savoir où est-ce que ils vont. Et voilà que, naturellement, au gré des intérêts et de ce qu'il y a, donne à voir la situation est ce qu'on voit. À l'émission interactive en Morée, vendredi dernier, sur les antennes, j'avais dit beaucoup d'argent, effectivement, à circuler. Le week-end surpassé, et bien le week-end avant, le week-end de la manifestation, et la semaine avant la manifestation. Et l'argent a circulé entre les deux camps, entre le camp de la majorité opposé à la marche et le camp favorable à la marche, mais pas appelé par l'opposition, mais c'est un camp appelé à la marche, mais qui avait de soutien, effectivement, derrière, financier et logistique. Et donc, beaucoup d'argent, effectivement, a circulé. À un moment donné, les preuves commençaient à sortir, et puis bon, de l'intérieur également, c'est ce qu'ils disent. Et ils viennent conforter, effectivement, ces allégations ou ces rumeurs qui avaient été, effectivement, avancées par rapport aux motifs de mobilisation, et que certains avaient été mobilisés avec un appui financier pour sortir ou pour casser de la lutte. Parce qu'il y en a aussi, leur boulot, c'était de faire en sorte que la mobilisation faiblisse ou pour que la mobilisation n'ait pas lieu. Donc, dans ces conditions, ça ne pouvait être qu'autrement. Naturellement, ils vont peut-être se réorganiser pour pouvoir aborder leur lutte avec un objectif clair et puis, partager peut-être les mêmes combats. Alors, les premiers responsables du mouvement, souvent le Burkina, initiateurs de ce point de presse-là, accusent leurs désormais ex-camarades d'avoir perçu de l'argent pour mener cette lutte-là. C'est des accusations assez graves. C'est vrai qu'on n'a pas la part de vérité de l'autre camp en face, mais c'est quand même des propos assez graves. Bon, je pense qu'ils se sont fréquentés pour des objectifs communs et une stratégie de lutte. Ils se savent et puis en la matière, souvent les informations circulent très vite. Et puis, je crois que ce n'est plus un secret que de dire que de l'argent a vraiment circulé dans les deux camps. Mais souvent aussi, il faut être franc, c'est comme ça que ça fonctionne. Même pendant l'insurrection populaire, il y a des dames que vous avez vues, moi, qui quittaient des quartiers très lointains. Nous, on se débrouillait pour gagner le centre-ville en tant que journaliste et puis faire notre travail. Mais vous voyez des personnes qui, conviction pour conviction, ont bâti le macadam jusqu'à venir rejoindre le centre-ville et puis exprimer leur colère ou bien leur opinion relativement à la question du fameux article et puis la dynamique du président d'alors, Blaise Compaoré. Ces personnes n'avaient pas été payées. Mais dans les rangs, il y avait ceux aussi pour qui l'argent avait circulé. On les voyait parce qu'à certaines stations, on venait mettre le plein pour beaucoup de jeunes, plein de motos et tout, et puis après ça circulait. Donc il y avait de l'argent aussi, il y avait quelque chose qui avait été entretenu financièrement. Ça c'est une réalité. Donc dans chacun des mouvements, c'est des aspects qui arrivent. Maintenant, je suis heureux que au sein de cette coalition-là, ils se disent, bon, écoutez, il faut qu'on ait le sceau au moins de la probité, parce que ce qu'on défend ici et ce qu'on dénonce, ce n'est pas pour aller faire pire que ça dans notre façon de fonctionner. C'est en tout cas très intéressant qu'il y ait cette posture-là. Maintenant, c'est les uns qui jettent peut-être le discrédit sur les autres en avouant que ces derniers auraient fait ceci, auraient fait cela. Mais pour moi, c'est pas quelque chose de surprenant. Mais en même temps, on se rend compte que ça casse cette lutte-là de l'intérieur. Parce que quand vous regardez au fond, depuis les premières marches, on a entendu parler de Sauvons le Burkina, beaucoup d'autres mouvements. Je dis, quand vous vous rappelez des premières manifestations, c'était un peu avant l'appel même du CFOP. On avait eu des mouvements spontanés comme ça et les gens sont sortis pour les premiers moments. Quand vous arriviez, les messages allaient dans tous les sens. Ça veut dire que c'est vraiment un regroupement très hétéroclite. Donc derrière, forcément, chacun avait ses convictions, chacun avait son petit calendrier et ça se sentait déjà. Maintenant, même quand vous prenez la question souvent le Burkina, le mouvement, moi je ne le connaissais pas avant, et il y a même plusieurs souvent le Burkina. Donc ça devient vraiment un fourre-tout quand on regarde tout ça. Mais je dis, ça n'enlève en rien aussi
quelque chose de fondamental, c'est que les Burkinabés ne sont pas contents d'une situation. Je pense que c'était ça le premier élément. Maintenant, il y en a qui sont venus pour essayer de catalyser ces choses-là et puis comme pour donner de la voix, organiser pour qu'il y ait un genre de marche, il y ait ceci, il y ait cela. Vous avez vu dans les villes de l'intérieur, ça s'est fait sans heurts, on l'a vu dans beaucoup d'autres villes, mais ça paraissait tout aussi difficile en termes d'organisation. On se rappelle d'une ville où il y avait même au départ, je pense, des éléments même du ballet citoyen, parce que nous avons fait des interviews. Il y avait un représentant du ballet citoyen parmi les organisateurs de la marche. Et après, je pense que le lendemain, il a commencé à avoir des problèmes parce qu'il y a eu d'autres sorties et ces derniers-là disaient ne pas se reconnaître dans les marches et sorties qu'il y avait après. Parce que là-bas, on entendait encore d'autres messages comme libérer celui-ci, faites ceci, qui n'a rien à voir avec les revendications du premier jour. Donc, c'est dans ce fourre-tout-là qu'on est, dans ce regroupement très hétéroclite là qu'on est, et je ne suis pas surpris que ça donne cela. Et puis bon, il y a aussi peut-être, pour moi aussi, la réalité que le sujet, il a été éminemment envoyé vers la dynamique politique en termes de calcul et tout. Et quand ça devient comme ça, vous connaissez nos frères, nos amis politiciens, quand ça commence comme ça, c'est le coup en dessous de la ceinture, c'est les petits micmacs, c'est des petites constructions, vous avez l'impression qu'il y a des complots. Et puis bon, après c'est-à-dire qu'on a mis le problème de côté, on a créé un problème dans le problème, et puis vous oubliez le principal, qui sont les revendications claires aujourd'hui des Burkinabés, qu'on ait une situation sécuritaire qui s'améliore. Maintenant, qui porte la voix de ces frustrations? Quand ces personnes ne sont pas crédibles, ça donne ce qu'on est en train de voir aujourd'hui et c'est dommage. Alors, Juge Bouma, pour beaucoup, cette sortie médiatique sonne comme un aveu d'échec. Juge Vaal a dit la contestation a pris du plomb dans l'aile. Est-ce qu'on s'achemine vers la fin de ce mouvement de contestation? Peut-être, ils l'ont annoncé, réorganisé, parce que les récriminations que les initiateurs portent sont toujours sur la table. On veut plus de sécurité, vaincre les terroristes, une bonne gouvernance qui est demandée. Ces éléments-là sont sur la table. Et l'opposition, d'ailleurs, avait donné un délai, parce qu'effectivement, ça ne va pas... Qui court jusqu'au 9 décembre. Voilà, donc, et là, effectivement, les attentes qui sont sur la table sont toujours posées. Et donc, une gouvernance vertueuse, une lutte contre le terrorisme qui engrange des victoires. Et puis, donc, ça, ce sont des préoccupations du Burkinabé qui sont sur la table. Maintenant, c'est la méthode. Les uns et les autres sont divisés, effectivement, sur la méthode. Ce qui fait que, dire que c'est la fin, oui, la fin de cette entité, mais naturellement, une autre entité peut-être pourra renaître avec des objectifs beaucoup plus clairs et puis que la confiance soit au rendez-vous. Parce que ce qui est donné de voir, comme je l'ai dit, c'est la tête de proue. Qui sont les têtes de proue de ce mouvement et de qui répondent-ils? De qui répondent-elles, les têtes de proue, les figures de proue? Donc, les têtes de proue. Ça, c'est une question essentielle. À l'intérieur, vous avez des jeunes qui ont pris position contre la modification de l'article 37, qui ont milité dans des partis politiques, qui ont démissionné de ces mêmes partis-là, qui ont fait des OSC et qui aujourd'hui ne sont plus en odeur de sainteté avec leurs camarades d'hier, avec lesquels ils ont combattu la modification de l'article 37. Parmi ces jeunes, vous avez Hervé Ouattara, qui a d'ailleurs quitté le MPS de Zida, qui a quitté le MPP, MPS, et puis vous avez Marcel Tankwano qui a été sous la transition à la primature. De l'autre côté, vous avez M. Zaïda, qui avait dit pendant la période de modification de l'article 37 qu'il fallait aller au référendum parce que c'est légal pour départager les Burkinabés. Et ceux qui étaient sûrs d'eux devaient battre l'un ou l'autre camp à travers les urnes plutôt que dans les rues. C'était sa position à travers le cadre d'expression démocratique, son OSC, sa structure qu'il avait effectivement à l'époque et tout et tout. Donc, lui, il a également, comment on appelle ça, il avait sa lecture et qui est resté fidèle à sa posture jusqu'à l'insurrection populaire. Et aujourd'hui, ces messieurs qui se sont combattus en son temps se sont retrouvés ensemble dans cette coalition. En plus d'autres jeunes
qui sont issus aussi des partis d'opposition. Ils sont issus des partis d'opposition qui sont également dans ce mouvement-là. Donc il y en a qui répondent de partis d'opposition. Il y en a qui, peut-être hier, au nom de leur connexion avec ceux qui gouvernent actuellement, ont été entendus, écoutés, puis dit, bon, malgré tout, il faut laisser tomber, qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné, c'est ce fourre-tout-là qui est effectivement difficile à gérer. Et maintenant, toutes ces personnes répondent de qui, en définitive? Répondent de qui véritablement? Pour pouvoir dire, c'est ça on fait, c'est pour rencontrer les autorités, voilà l'attitude à tenir. Et si vous êtes appelé par une quelconque personnalité, fût-elle politique ou pas, qui répond et comment faire? La délégation est composée de qui et qui? Alors que de ce qui se dit, et ça sous-entend qu'il y a eu des rencontres en aparté, où certainement toute la tête qui organise n'a pas été mise au courant, ou elle a été mise face au fait accompli, ou elle a appris après, avec certainement des preuves. Et quand c'est comme ça, rapidement, vous êtes facilement divisé, et puis bon, c'est fini. La méfiance s'installe, il y a un problème de confiance qui s'installe, et puis bonjour les dégâts. Et c'est ce que nous avons assisté dans cette affaire-là. Mais ça ne veut pas dire que leurs récriminations ne sont pas toujours sur la table. La Copa BF a son chemin, c'est France Dégage qui est son comment on appelle ça, son combat. D'autres veulent plus de paix, plus de sécurité. Il y en a qui demandent la libération de Diendéré, d'autres qui demandent au président du Faso de s'en aller. Et puis il y a d'autres de l'extérieur, à partir des Burkinabés, de la diaspora également, qui sont dans le mouvement, qui soutiennent comme ils peuvent à travers Internet ou à travers des informations, à travers des appels à mobiliser. Donc finalement, qui répond de qui et de quoi exactement? Et ça plombé le mouvement. Et ça jouait sur la mobilisation hier, je l'ai dit, et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se laisser entrevoir. Alors que déjà hier, nous avions également appris qu'il y a encore une suite de cet appel-là qui a été lancé pour ce week-end prochain, le week-end qui arrive, 3-4, parce que samedi, il y en a qui pensaient que dimanche encore, ils allaient ressortir. Et donc, il y a d'autres qui demandent les 3 et 4 encore. Donc, ces appels ont commencé à être lancés, mais avec ce qui a été donné de voir hier, comment est-ce qu'ils vont se réorganiser pour pouvoir faire face à la situation. Ça, on attendra de voir la suite. Mais j'ai dit bien, leurs combats, les récriminations, ce qui est donné de voir comme exigence pour améliorer la gouvernance et l'offre sécuritaire, ces questions sont toujours sur la table. Alors, le maire de la ville de Ouagadougou, lors d'un point de presse également tenu hier, qui revenait sur le bilan du saccage de la direction de l'état civil au niveau de la mairie, avait promis des sanctions, en tout cas que la justice allait être saisie et que les responsables devront répondre de ce qui s'est passé. On apprend des arrestations. Dans l'élément tout à l'heure de Fatima Taninkiema, on signalait l'arrestation d'un des responsables du mouvement Sauvons le Burkina juste après le point de presse. Pascal Zaïda, Lota, colonel seraient également derrière les barreaux. Alors, cela aura pour conséquence d'étouffer la marche ou bien de susciter un regain d'indignation comme vous l'avez prédit hier. Oui, c'est clair que on est dans une situation qui est un peu difficile et complexe. Et je ne pense pas que ce type d'action-là pourra apaiser les choses. Je crois qu'il ne faut pas se tromper il faut pas se tromper de cible, et puis il ne faut pas disperser nos forces et nos intelligences. Le maire, il est dans la même dynamique qui avait été annoncée par le ministre de la Sécurité lorsqu'il a dit que le procureur serait saisi et qu'il y allait avoir des poursuites et tout, et les responsables seront écroués et tout. Le maire, ça ne nous surprend pas aussi qu'il le dise. Lui-même qui avait dit en son temps qu'il n'y avait jamais eu de demande formulée pour la marche du 27, alors qu'il y a une demande et il y a eu même une constatation du dossier, se retrouve rattrapé aussi par ses propres propos, et puis après on se rend compte que on parle d'éléments d'identification et tout, mais c'est des détails. Mais je veux dire que on est dans une situation où on est en train d'emmener un problème vers un terrain qui est celui du tout politique, où on s'en va encore les pics, où on est dans des stratégies, je ne pense pas que ce soit ce dont les Burkinabés aient besoin. Maintenant, c'est vrai, lorsqu'il y a eu la marche, on ne peut pas accepter les écarts de comportement qu'il y a eu avec le saccage de services comme celui de l'état civil. C'est des choses qui ne devraient pas être acceptées. Mais il faudrait aussi que les uns et les autres
relativise, parce que quand vous regardez, ce qui a fait que les choses ont dégénéré, on le sait. Maintenant, j'ai l'impression que pour la même situation, on est face à une théâtralisation de la chose. On a entendu tout à l'heure les figures de proue de la marche du 27 dire qu'ils étaient là sur le goudron en train de discuter entre eux. Et puis, on les a gazés. On était tous au centre-ville à constater ce qui se passait. Ce qu'il dit, c'est loin de la réalité. Les esprits étaient en train de se chauffer, mais il y avait des discussions avec certaines forces de l'ordre. Ça, c'est une réalité. Il n'y avait pas de casse, il n'y avait rien. Maintenant, après, ceux qui ont été les premiers à charger, on ne sait pas d'où ils sont venus. Et c'est eux qui ont mené à la situation dans laquelle on est arrivé après. Ça aussi, c'est une vérité qu'il faut reconnaître. Avant ça, il n'y avait pas de casse. C'est lorsqu'on a commencé à tenter de les disperser à coups de gaz lacrymogène et autres, qu'on est rentré dans cette situation qu'on n'excuse pas. Ça aussi, c'est clair, parce que c'est pas parce que vous êtes dispersé que le premier service que vous voyez, vous allez le casser. Non, ça, c'est pas normal. Autant aussi, on doit chercher à voir les Kogloego qu'on a eu et qui ont failli être pris à partie par la population. Qui est-ce qui les a amenés? On disait que c'était des commerçants qui ont demandé leur service et tout. Il y a des choses qu'il faut fouiller, essayer de voir, parce que c'est pas la place aussi de ce type de service-là dans des lieux aussi sensibles. Il y a beaucoup de choses à questionner. Maintenant, pour moi, le tout de départ même, c'est quoi? Quand on regarde, au fond, est-ce qu'on n'aurait pas dû laisser la marche se faire et puis l'encadrer? Est-ce qu'on n'aurait pas évité tout cela? Au départ, quand il y avait ces marches spontanées-là, il n'y avait personne pour venir dire ceci ou cela, parce que tout était terré. Quand ça criait partout, que ce soit à Ouaga ou à l'intérieur du pays, que le président démissionne, quand c'était vraiment fort et véhément, même le maire, tous ceux-là se sont terrés. Je ne veux pas dire qu'ils ont lâché le président, mais en tout cas, ce n'est pas loin de cela. Ministre, on ne voyait plus personne. Le président est sorti, il a donné son discours, ça a eu le mérite de calmer. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va commencer à mettre encore de l'huile sur le feu. Après les coups de poursuite, aller faire des descentes dans les maisons des gens, ou après les points de presse, les prendre et puis les mettre derrière les barreaux, on crée encore d'autres situations. Je ne pense pas que ce soit le moment pour ces choses-là. Ça, c'est mon intime conviction. Juge Bourma, arrestation des initiateurs de cette marche-là. Alors, suite logique du gouvernement qui avait promis des sanctions, ou bien élément qui peut susciter, je dirais, d'autres réactions, sinon envenimer la situation? C'est une suite logique de la réaction du gouvernement. Il dit qu'elle est illégale, mais en même temps, il y a le contenu, parce que le message, c'est appel à la démission du président. Donc, dans un état de droit, ça, c'est un autre, comme on appelle ça, élément et un autre niveau d'appréciation. Parce que 2014, parce qu'il y en a qui disent ils sont au pouvoir et ils veulent refuser ce qu'ils ont fait en 2014. En 2014, ni Diabré ni Ablassé Ouedraogo n'ont rédigé une demande d'autorisation ou une lettre d'information de leur manifestation en mettant appel au dégagement de Blaise Compaoré. C'est contre la modification de l'article 37. Mais ici, le message, lui, il est différent. Donc, c'est beaucoup plus là que, effectivement, les choses tranchent. Mais dès lors aussi que vous appelez les uns les autres à sortir, même si la manifestation est dûment autorisée et que vous respectez les dispositions légales et qu'il y a un désordre qui a été constaté, vous répondez. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas autorisé ou c'est ceci ou cela. Non, même quand elle est, vous avez les autorisations requises, tout normal. Parce que quand elle est autorisée, on vous dit, il vous revient d'organiser la sécurité et tout. La sécurité des biens des personnes vous incombe. Et après, vous partez voir les services des forces de défense et de sécurité. C'est même payé pour qu'elles viennent pour sécuriser la manifestation. Et ça, c'est de votre responsabilité. Vous remplissez également les formalités administratives à déposer au niveau de la gendarmerie, au niveau de la police et parfois au niveau des services de sapeurs-pompiers en fonction de la nature de l'événement. Il y a des moments où la Croix-Rouge également s'y invite en fonction de... Parce que vous occupez de tout. Parce qu'il peut y avoir des problèmes sanitaires et tout. Donc, vous occupez de tout ça. Là. À côté,
Donc, même dans ces genres de manifestations autorisées, bien organisées, il y a du désordre ou des confusions, ou comme on appelle ça, de la bagarre et tout, vous serez entendu pour situer les responsabilités. Vous pouvez être mis aux arrêts pour que les responsabilités soient situées en fonction de ce qui va se passer. Donc ça, c'est une suite logique. Et ici, non seulement l'autorité n'était pas d'accord, et deuxièmement, il y a eu ce qui s'est passé en termes de violence, de course-poursuite et tout. Même si dans l'élément, effectivement, comme l'a relevé le juge Va, il dit qu'ils étaient en train de causer tranquillement sur le goudron. D'abord, le goudron, c'est pas un lieu où on peut causer tranquillement. C'est pas sous un arbre, c'est pas possible. Donc, causer tranquillement sur le goudron, déjà, ça pose déjà un problème. Mais bref, et dès lors qu'elle n'est pas autorisée, c'est comme celle que Pascal Zaïda avait organisée seul aussi. Il avait été mis aux arrêts et écroué. Donc, les manifestants, ceux qui sont sortis aussi, savaient à quoi s'attendre. Donc, il y a cette réalité également qu'il faut prendre en compte. Mais en même temps, peut-être que dans leur stratégie, c'est voulu. C'est voulu pour pouvoir durcir le ton, parce qu'il y en a également qui le font. Il y a un calcul derrière et ils savent pourquoi. D'autres d'ailleurs choisissent de ne même pas informer ou de ne pas demander d'autorisation, font une manifestation spontanée pour être mis aux arrêts parce qu'il y a un plan derrière. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, le ton peut se durcir, tout comme il peut faiblir. Tout dépend maintenant de la détermination et de qui porte réellement ce mouvement qui a plusieurs têtes. Merci, monsieur le juge. Nous allons passer au deuxième sujet enrôlé pour la présente convocation. La Confédération générale du travail du Burkina, CGTB, a un nouveau patron à la personne de Moussa Diallo. Il prend ainsi le bâton de commandement des mains de Bassolma Bazié. Et c'était lors justement du 7e congrès ordinaire de la structure tenu les 25, 26 et 27 novembre dernier. Alors pour beaucoup, ce changement à la tête de la CGTB est un secret de polichinelle parce que ça avait été annoncé depuis belle lurette. Juge Bougma. Oui, ça avait été annoncé et confirmé à demi-mot par moment par l'intéressé. Et donc, il y a aussi marqué à sa façon la CGTB qui a remplacé Tolé Sagnon quand ce dernier avait fait valoir ses droits à la retraite. Et donc, aujourd'hui, c'est Bassolma Bazié qui également a fait son temps avec son style de leadership à lui et effectivement qui confie les rênes de la CGTB à une autre personne. C'est aussi ça la vie des organisations. En politique, on exige l'alternance, on réclame l'alternance, on se bat même pour l'alternance. Il y en a qui en ont fait un combat de vie pour qu'il y ait de l'alternance au sommet des États. Mais à côté, vous avez des organisations avec des messieurs qui sont là, ad vitam aeternam, mais qui n'ont jamais bougé. Et à la question de savoir pourquoi vous ne cédez pas le strapontin à une autre personne, on vous dit que ce n'est pas la même organisation que politique. Donc, parce que ce n'est pas le même contenu et tout. Donc, à un moment donné, il y en a aussi qui se posent des questions par rapport à cela. Pourquoi chez vous, il n'y a pas d'alternance et puis c'est X ou Y qui est là depuis des années. Et d'ailleurs, il y en a qui ne quittent le fauteuil qu'à leur décès au niveau des organisations. Donc, et aujourd'hui, et pour beaucoup, Bassolma Bazié aussi était parti pour rester longtemps à la tête de la CGTB, compte tenu de ce qu'il a comme confiance auprès de ses camarades, compte tenu de la qualité de son leadership qu'il a réussi à incarner auprès de ses camarades, et compte tenu du fait que sur certaines questions, il est resté inflexible, égal à lui-même. Et ça créait des émules. Et les uns et les autres craignaient effectivement que s'il lâche, ça joue sur la CGTB qui peut perdre en qualité et tout. Mais là aussi, c'est un regard qui, de mon point de vue, n'est pas correct. Parce que c'est comme si vous dites qu'après Bassolma, on ne pourra plus avoir quelqu'un pour gérer la CGTB. Réduire également la CGTB à la dimension, à la hauteur d'un homme, fut-il Bassolma Bazié, à un moment donné, c'est contre-productif. Parce que les leaders fabriquent des hommes. Les leaders sécrètent des hommes. À telle enseigne que même quand il décale, même quand il part, il n'a pas de souci à se faire. Parce qu'il a eu le temps de fabriquer, de faire, de sécurité des hommes qui parfois incarnent mieux le leadership que ce qu'il a fait. Donc, maintenant, est-ce qu'il a su passer le flambeau à M. Diallo et avec ceux qui vont l'accompagner? Ça, maintenant, c'est à l'épreuve terrain
Et naturellement, ajouter également à ce que l'homme a en lui, M. Diallo a en lui comme qualité, conviction syndicale, méthode de lutte, organisation. Et puis bon, voilà. C'est vrai que c'est une entité bien organisée, qui a ses structures, qui a sa façon de faire. Donc déjà, la camisole, elle est cousue. Maintenant, vous la portez. Maintenant, comment est-ce que vous allez marcher avec la camisole? Ça, maintenant, ça peut jouer. Voilà. Donc, je pense que c'était aussi prévisible parce que dès lors aussi que M. Bazzi n'était plus fonctionnaire de l'État burkinabé, c'était difficile réellement aussi pour engager certaines luttes, quand vous n'êtes pas concerné directement par un impact qui pourrait advenir. Par exemple, si vous lancez une opération de grève ou de ceci ou cela, avec incidence salariale, c'est pas sûr que ça va être très bien compris par vos vis-à-vis. Ils vont se dire, soit vous faites trop, vous en faites trop parce que vous n'êtes pas concerné par une quelconque coupure, ou l'autre dira, vous lancez le mouvement parce que vous n'avez rien à perdre. Donc, d'un point de vue de la légitimité, à un moment donné, ça peut jouer en sa défaveur. Et à l'intérieur, n'oublions pas que même à l'intérieur des organisations syndicales, c'est des batailles arrangées. Là-bas aussi, c'est des batailles arrangées comme en politique, parce qu'il y en a aussi qui veulent se positionner, qui attendent leur heure et qui naturellement pourront également profiter de ces éléments-là et retenir cela contre la personne de M. Bazzi. Donc, est-ce qu'à un moment donné, la question de sa légitimité ne va pas se poser dans le combat? Je pense aussi qu'il faut être réaliste. Ça pourrait être exploité contre lui en fonction des intérêts et en fonction de ce qu'il y a. Et partir également ici, de mon point de vue, était inéluctable. D'accord. Alors, juge, voilà, c'est vrai, Bernard l'a rappelé, Bassol Mabavier a rendu le tablier comme fonctionnaire de la fonction publique. Est-ce que ce n'est pas une suite logique de ce que nous voyons actuellement? Oui, quand vous regardez, vous pourriez dire que voilà quelqu'un qui a incarné à un moment donné aussi une technique et une façon de lutte. Et puis c'est pas que dans l'occupation comme on le connaît là pendant les marches et tout, bien l'organisation et la stratégie derrière, c'est pas que, c'est celui que vous aviez aussi sur les plateaux de télé et qui tenait la dragée haute et qui tenait tête dans le débat avec ministres ou techniciens de ministère qui venaient défendre en tout cas la vision du syndicat sur certaines mesures, sur certains points en discussion qui n'avaient pas leur assentiment ou quoi que ce soit. Et ça, il le faisait très bien. Maintenant, on a tous regardé aussi les choses commencent à évoluer. Il y a d'abord son passage devant un conseil de discipline qui le reconnaît coupable de ne pas, on va dire, assumer le nombre d'heures qui lui est dévolu. 10 heures, c'est ce qui était dit. Et en même temps qu'il est reconnu coupable, mais il n'est pas pour autant sanctionné. Quelques temps après, vient une affectation. Bon, l'homme n'en peut plus, il dit bon, c'est un chantage, sur la base du salaire, c'est bon, je rends le tablier. Mais on sentait dès cet instant-là que c'était comme un, je veux dire, c'est comme un fantassin sur du monde syndical dont on venait de programmer l'extinction, je veux dire comme ça, sur le plan syndical, en tout cas pour ce qui est de la lutte. Parce que, comme le disait Bernard tout à l'heure, il n'y a plus d'arguments pour qu'il continue de rester à la tête de la CGTB. Même s'il continuait, la légitimité commencerait à prendre un coup. Parce que vous alliez avoir du mal à porter certains combats. Parce que c'est vrai que la CGTB, c'est à la fois syndicat national, mais aussi syndicat d'entreprise. Mais quand vous regardez au fond, c'est vraiment les agents du public qui sont les figures de proue. C'est eux qui sont d'abord les premiers concernés par un certain nombre d'éléments. Parce que les mesures premières les concernent et les tapent au premier plan. Et ça fait donc tout légitime pour pouvoir porter certaines voix, pouvoir porter certains combats. Donc ça allait commencer évidemment à coincer. Mais ça n'enlève rien aussi à ce qu'il aura apporté. Maintenant, je dis peut-être à quelque chose malheur est bon, il aura fait 8 années à la tête de la CGTB. N'oubliez pas que celui qui était là avant Tolé Sagnon, il a fait quand même 25 ans. Donc faites 25 plus 8, ça fait combien? Pour deux personnes à la tête, c'est pas si tournant que ça, hein. On va dire comme ça pour ceux qu'on, même si c'est pas les mêmes réalités avec les présidences ou quoi que ce soit. Donc, mais je pense que il aura apporté beaucoup. Et c'est ce qu'on va retenir de lui. Maintenant, chez chacun, c'est des défis nouveaux selon les réalités nouvelles qui s'offrent à nous. Maintenant, le problème, c'est Diallo qui vient.
Vous savez, quand vous devrez venir prendre la place de quelqu'un qui a marqué comme ça autant, ce n'est jamais facile. Et se tromper, c'est de vouloir faire comme. Il faut être soi-même, venir avec ce qu'on est. Je pense que lui aussi a son histoire de lutte. S'il est porté ici, c'est bien pour cela, mais qu'il fera les choses aussi à sa façon. D'accord. Alors, Bernard, vous l'avez dit, la CGTB est riche de ses hommes, mais Bassolma Bazié, l'homme des frappes chirurgicales, le général comme il se fait appeler, c'est une façon de faire, c'est un personnage atypique, on va dire ça comme ça. Il y aura forcément un après Bassolma Bazié. Oui, il y aura un après Bassolma Bazié. C'est un général qui succède à un général. N'oublions pas que M. Sagnon, donc Tolé Sagnon était également appelé le général. Donc c'est un général qui succède à un général. Et entre eux, ils savent pourquoi le patron de la CGTB est appelé général. Et donc, les galons, il y en a qui les voient, il y en a qui ne les voient pas. C'est un général. Et donc, bon, voilà. Donc, effectivement, il y aura un après Bassolma Bazié parce que c'est quelqu'un qui va manquer au plateau. C'est pas qu'il ne sera pas sur le plateau, mais qui ne sera plus en tant que patron de l'UAS, en tant que porte-parole de l'UAS, en tant que secrétaire général de la CGTB. Ça va être un autre profil parce que aussi c'est quelqu'un qui a plusieurs profils. Formateur dans le domaine syndical, consultant en environnement minier, et donc qui a plusieurs profils. Donc il peut être invité pour l'un ou l'autre profil ou se prononcer sur l'une ou l'autre activité. Donc voilà. Et sinon, il va manquer, parce qu'on se rappelle d'un Bassolma basé sur des plateaux d'émission avec des arachides, des gombos, voilà, pour monter le prix. Donc à un moment donné, c'était beaucoup plus l'opposant politique qui parlait plus que le leader syndical, parce que certaines questions qui étaient abordées devraient normalement en principe être abordées par le chef de file de l'opposition. Donc, mais qui assume la charge syndicale parce qu'en même temps, elle a également une connotation, un contenu politique. On ne peut pas dissocier les deux. Maintenant, comment est-ce qu'on dose pour ne pas faire la politique politicienne? Ah oui, mais faire la promotion d'une politique saine pour les travailleurs, ça, il n'y a pas de façon de le dire. Donc, il y aura un après Bassolma, comme il y a eu un après Tolé Sagnon, qui avait sa façon de gérer, qui savait souffler le chaud et le froid. Et Bassolma est arrivé avec sa façon de faire, et M. Diallo également viendra avec aussi sa façon de faire. Mais je dis bien, comme c'est toute une équipe qui travaille, comme on appelle cela, on verra comment est-ce que M. Diallo également va aborder son magistère. Donc il y aura naturellement, ça au moins c'est clair, un après Bassolma Bazié, parce que quand les hommes des médias arrivaient aux rencontres et que l'UAS est représenté par une autre personnalité, parce que étant donné que la présidence du mois est tournante au niveau des centrales syndicales, étant donné que la présidence du mois est tournante, même quand ce n'est pas le moment de M. Bazié, les hommes de médias naturellement vont vers lui et qui, bon, par politesse ou je ne sais pas moi, ne décline pas l'offre, s'exprime en ce moment, il précise qu'il parle en tant que secrétaire général de la CGTB, mais pas en tant que patron des centrales syndicales du mois ou en tant que porte-parole comment on appelle ça, de l'UAS. Donc, naturellement, il va manquer par son ton, sa verve et ses convictions. D'accord. Alors, il y a eu des chantiers qui ont été ouverts sur le terrain syndical. On a eu la lutte pour la non-application de l'UTS. Selon vous, quels sont les nouveaux défis de M. Diallo, désormais nouveau patron de la CGTB? Non, mais déjà, il y a, pour moi, c'est que le plus dur sera de recentrer aujourd'hui les choses sur l'intérêt du travailleur. Parce qu'aujourd'hui, là, regardez, pour le Burkinabé, il y a quelque chose de primordial et de prioritaire, c'est la question sécuritaire. Et ça justifie qu'on grève partout. Qu'on se dise, bon, on n'a pas les moyens, vous savez la situation dans laquelle on est, on demande à tout le monde de faire des efforts. C'est ça le premier combat. Ça sera ça le premier combat. Comment ramener l'intérêt, la défense de l'argent, du travailleur dans ce contexte-là. Alors qu'on connaît les revendications lorsqu'elles arrivent et tout, comment est-ce que c'est perçu? Parce que tout est une guerre d'abord de perception, tout est une guerre pour avoir par-devers lui l'opinion. Une opinion qui est préoccupée par autre chose. Et une situation qui donne tout l'argumentaire
aux décideurs de dire, bon, écoutez, vous-même, vous connaissez la situation dans laquelle on est. Et puis, quand vous n'êtes pas d'accord, vous connaissez les leviers que vous pouvez activer. Après, ça termine par des marches. Pour terminer même par des marches, il faudrait que vous soyez dans un contexte. Je pense que c'est le contexte dans lequel Diallo arrive qui est vraiment beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, c'est difficile de recentrer le débat autre part que sur les questions de sécurité, les questions qui sont prioritaires. Et ramener les choses à « je veux de meilleures conditions, je veux ceci, je veux cela », c'est comme passer... C'est-à-dire que le poser, c'est comme oublier certaines souffrances. Et ça, c'est sur ces yeux-là qui devra marcher. Regardez aujourd'hui, il y a beaucoup... La question de mise à plat, beaucoup d'autres dynamiques qui ont été ramenées au calendrier grec. C'est comme si ça n'existait plus. Il ne s'agissait même plus d'en parler, puisqu'il y a quelque chose de plus impérieux qui est là. Et ça ne sera pas facile de manœuvrer avec. Je pense que c'est ça le premier élément. Maintenant, sur le reste, ils vont continuer, évidemment, de manœuvrer au corps nos autorités pour obtenir le peu qu'ils peuvent sur certains dossiers qu'ils ont déjà amenés. Et puis, quand on parle de notre monde syndical, le problème, c'est qu'il est composé de plusieurs entités. Vous allez voir au niveau des médecins et autres, ils ont leur plateforme sur lesquelles ils ont travaillé, même si ils ont pu obtenir un certain nombre d'éléments, il y a encore des insatisfactions. Dans beaucoup d'autres domaines, il y a comme ça des revendications qui sont, on va dire, corporatrices, mais menées par des syndicats qui sont ciblés sur des domaines bien précis. Maintenant, après, quand ça coince, tout le monde essaie de faire front, et puis bon, on va ensemble. Mais pour l'instant, moi, je pense que le premier problème, ça sera celui-là, d'arriver à ramener l'intérêt du travailleur sur la table alors qu'il y a plus impérieux. Passage de témoin à la CGTB et nouveau défi de Moussa Diallo, nouveau secrétaire général justement de cette structure-là, et dissolution annoncée de la coalition, la C27, coalition du 27 novembre, initiatrice de la marche du samedi dernier. Voici les deux sujets qui ont été enrôlés pour la deuxième convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. C'est ici qu'on va mettre un point final à cette convocation, messieurs les juges. Merci pour ces clés de lecture. Alors, on se retrouve demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et Watt FM.